Deuxième partie. Veuvage et crime. Ferinde Nadasti mourut en 1604. Devenue veuve, Élisabeth semble n'avoir rien changé à son mode de vie. Les tortures qu'elle infligeait à ses servantes, elle les pratiquait depuis longtemps et son mari le savait parfaitement, considérant celle-ci comme de simples amusements de la part de sa femme. L'un des témoignages du procès est catégorique. À la question de savoir depuis combien de temps la comtesse maltraitait les jeunes filles, un témoin répond: Elle commença quand son mari était encore en vie, mais alors ne les tuait pas. Le comte le savait et ne s'en souciait guère. Recherche de l'élixir de beauté. On raconte une curieuse anecdote sur la naissance de la fascination d'Élisabeth pour le sang qui coule. Un jour qu'elle avait frappé une servante assez violemment pour la faire saigner du nez, parce qu'elle lui avait tiré les cheveux en la peignant, un peu de sang de la jeune fille tomba sur le poignet d'Élisabeth. Un peu plus tard, la comtesse crut remarquer que la peau de l'endroit où était tombé le sang était devenue plus blanche et plus douce que la peau environnante. Intriguée, elle se baigna le visage avec le sang d'une des victimes de ses orgies. Son visage lui sembla rajeuni et revivifié par le traitement. Le souci primordial d'Élisabeth, depuis son plus jeune âge, avait été sa beauté. Elle avait une peur atroce de vieillir et de s'enlaidir. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle imagine pouvoir indéfiniment préserver sa beauté grâce à du sang frais de jeune fille, de préférence vierge, donc revêtue de cette aura magique que confère la virginité. Le sang, c'est la vie, mais pour Élisabeth, la vie, c'était la beauté et la jeunesse. Élisabeth passa son temps au château, faisant également de fréquents séjours à Presburg, et surtout dans la demeure qu'elle avait acquise à Vienne, non loin de la cathédrale, demeure qui semble avoir été marquée aussi par de sanglantes orgies. Une équipe de sorcières. À Trext, comme ailleurs, Élisabeth était toujours accompagnée de sa nourrice, Ilona, et de sa servante, Dorothea, dite Dorco, deux femmes probablement sectatrices d'une de ces mystérieuses cohortes de sorcières avorteuses qui pullulaient encore dans les campagnes de l'Europe centrale. Il semble qu'elles aient été les principales pourvoyeuses de chair fraîche de la comtesse, en même temps que ses agents d'exécution quand il s'agissait de frapper, de saigner, puis d'enterrer les malheureuses victimes. Autour de ce duo infernal, il y avait un homme à tout faire, Jeannot, et une lavandière, Cataline. Élisabeth vivait au milieu de cette troupe entièrement vouée à son service et à la satisfaction de ses instincts. Un autre personnage va bientôt compléter le sinistre groupe, une certaine Anna. Il apparaît que Darvulia Anna était une sorcière de la meilleure tradition, une magicienne noire qui connaissait des formules et des incantations sataniques et qui n'hésitait pas à procéder à des sacrifices humains pour obtenir l'aide des puissances démoniaques. Sans doute Darvulia Anna sut-elle convaincre Elisabeth Bathory, déjà quadragénaire mais toujours très belle, qu'elle connaissait les recettes infaillibles pour prolonger indéfiniment cette beauté. Les vaches à sang de la comtesse. Il y avait aussi le personnel volant, de belles jeunes filles dont elle faisait ses servantes, et parfois ses concubines, du moins tant qu'il y trouvait une certaine nouveauté. Car ces servantes disparaissaient les unes après les autres, et il fallait bien que le personnel permanent se chargeât de renouveler un cheptel qui devait être toujours jeune et beau. On prétend même que la comtesse veillait à ce que ces jeunes filles retenues prisonnières fussent bien nourries et engraissées, car elle croyait que plus elles étaient dodues, plus elles avaient du sang dans les veines, et que plus elles étaient bien portantes, plus la vertu de ce sang était efficace. Plus que jamais, le sang était la vie. Élisabeth croyait-elle pouvoir échapper au vieillissement et à la mort?
et gagner ainsi une éternelle jeunesse, il semble qu'il faille prendre très au sérieux cette conviction. Les plus belles filles de Transylvanie et de Hongrie, lorsqu'elles étaient repérées par les émissaires de la comtesse, prenaient le chemin du château. Tous les moyens étaient bons, menaces, intimidations, promesses d'argent, achats purs et simples dans certaines familles pauvres, mais la plupart d'entre elles ne ressortaient jamais plus de la sinistre forteresse. Supplice. On a probablement fort exagéré les récits concernant les supplices infligés à ces innocentes jeunes filles par la comtesse Bathory et ses âmes damnées. Mais il en est de suffisamment établi pour se faire une idée de l'atmosphère malsaine et macabre qui régnait dans les souterrains du château de Chest. Les filles étaient frappées avec violence, certaines avaient le cou percé, d'autres étaient liées avec des cordes qu'on tordait ensuite afin qu'elles puissent s'enfoncer dans les chairs, ce qui permettait de leur ouvrir les veines et de faire jaillir le sang sur la comtesse. On prétend même qu'on remplissait parfois des baignoires de sang et qu'Élisabeth s'y baignait avec ravissement, mais comme sa peau délicate ne supportait pas d'être essuyée avec des serviettes, ce sont d'autres filles qui devaient la débarrasser du sang en lui léchant tout le corps avec leur langue. Celles-ci, ne supportant pas une telle horreur, s'évanouissaient, étaient ensuite sévèrement châtiées avant de servir de victimes à leur tour. Arrestation et procès. Rumeurs et enquêtes. Malgré les précautions infinies prises par Élisabeth et ses complices, certaines personnes commencèrent à murmurer. Élisabeth renouvelait sans cesse le personnel de son château, c'est-à-dire des jeunes paysannes que son serviteur Fitzko emmenait soit de force, soit en amadouant leurs parents avec de belles robes, et la promesse d'une vie meilleure aux côtés de la comtesse. Seulement, au bout d'un certain temps, les familles de ces jeunes filles se demandaient ce que devenait leur enfant, car aucune nouvelle ne leur parvenait, et ce fut le déclencheur des premiers doutes au sujet de ce qui pouvait mijoter la comtesse. Des rumeurs parvinrent jusqu'à la cour de Vienne et les autorités ecclésiastiques, sentant qu'il y avait sans doute des pratiques relevant de l'hérésie ou du paganisme, commencèrent à se livrer à de discrètes enquêtes. Le roi Mathias II de Hongrie décida de prendre l'affaire en main. Convaincu par certains témoignages que l'héritière des Bathory était coupable de crimes de sang, il ordonna une enquête qu'il confia au gouverneur de la province, lui-même cousin d'Élisabeth. Le gouverneur se rendit secrètement à Chase et s'informa auprès de certaines personnes de confiance, en particulier le pasteur Andras Bertoni, qui avait rédigé un long mémoire dans lequel il accusait Élisabeth d'avoir fait mettre à mort 9 jeunes filles et de les avoir contraints à les en tirer pendant la nuit. L'envoyé du roi Mathias fut très vite édifié, et lorsqu'il eut fait son rapport, le roi ordonna l'arrestation de la comtesse Bathory et tous ses complices. Et cette tâche, il la confia à un autre cousin d'Élisabeth, son premier ministre, le comte György Thurzó, qui avait aussi été son amant. Arrestation. Le 29 décembre 1610, à la tête d'une troupe armée et accompagnée du curé de Chess, et en présence des 2 gendres d'Élisabeth, le comte Thurzó, le cousin d'Élisabeth, pénétra dans le grand château au moment même où se déroulait l'une de ces orgies sanglantes. Ils découvrirent plusieurs douzaines de jeunes filles, d'adolescentes et de jeunes femmes. Certaines étaient affaiblies, presque complètement vidées de leur sang, d'autres, dans un état d'hébétude totale, étaient encore intactes. C'était le bétail réservé aux prochaines orgies. Par la suite, on exhuma une 50aine de cadavres de jeunes filles dans les cours, les dépendances du château et les sous-sols. Lorsque le comte Thurzó se présenta devant elle, elle ne songea pas un seul instant à nier l'évidence.
aux accusations qu'il lui porta illégalement son cousin, la comtesse s'enferma dans un mutisme hautain. Procès et condamnation. Le roi Mathias était décidé à aller jusqu'au bout. Georgi Thurzo et les membres des familles Báthory et Nadasdy également. Même s'il craignait de supporter les conséquences d'un étalage public des turpitudes de la comtesse, il devait y avoir procès, mais on prendrait soin de n'y point faire apparaître la principale inculpée. On se rabattit sur l'entourage immédiat d'Élisabeth. Mathias était résolu à condamner la comtesse à mort, quels que fussent ses liens avec l'illustre famille des Báthory. Georgi Thurzo s'y opposa. Il estima qu'en dépit des crimes que la comtesse avait commis, il fallait songer à sa descendance, et il affirma « Ce n'est pas parce qu'une branche est pourrie qu'il faut abattre tout l'arbre. » Les principaux complices, Ilona, Fitzko, Dorko et Cataline, furent condamnés à la décapitation et exécutés. Quant à Élisabeth, elle fut condamnée à être murée vive dans ses appartements privés du petit château de Chess, sous la surveillance des juges et du comte Thurzo. Des maçons murèrent donc les fenêtres et les portes de ces appartements, laissant le miroir et qu'une petite ouverture par laquelle on passerait tous les jours de l'eau et de la nourriture. Élisabeth se laissa enfermer sans prononcer une parole. Elle mourut le 21 août 1614, au dire de ceux qui la virent dans son dernier sommeil, en dépit de son âge très avancé pour l'époque, de 54 ans, sa beauté était inaltérée. Le château de Chest est resté maudit. Il est aujourd'hui en ruine et on le dit hanté par la comtesse sanglante, qui continuerait de commettre ses crimes. Ses croyances persistantes font qu'elle est souvent considérée comme un vampire et non comme une femme cruelle obsédée par la vieillesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, il y a quelques informations qui ne sont pas relevées ici. Notamment avec les miroirs, parce que en effet, quand elle faisait ses baignades sanglantes entre guillemets, eh bien, elle avait tellement peur de se voir vieillir que du coup, elle détruisait tous les miroirs et elle les recouvrait d'un drap pour ne pas se voir vieillir, en fait. Et si vous êtes intéressé par le personnage d'Elisabeth Báthory, je vous conseille le film Stay Alive, qui est sorti en 2006 avec Frankie Muniz, dont vous allez voir c'est en étroite relation entre le cinéma et l'univers du jeu vidéo. Et justement, alors je dis le synopsis juste en 2-3 phrases. Tout simplement, un créateur de jeu meurt à cause de son jeu. En fait, si vous mourrez dans le jeu, vous mourrez de la même manière dans la vraie vie. Et donc du coup, il y a une bande d'amis justement qui étaient également amis avec le créateur du jeu, qui du coup se mettent à y jouer pour comprendre ce qui s'est passé. C'est donc un slasher. Et vous allez voir, il y a tout un univers virtuel qui est vraiment pas mal foutu. Et il y a une grosse histoire sur Elisabeth Báthory. Et d'ailleurs, Elisabeth Báthory, attention spoiler, est le boss final du jeu et donc du film. Donc je vous mets l'affiche et je vous laisse aller le voir tout simplement. Alors il est disponible sur YouTube en français mais en assez mauvaise qualité. Mais si vous pouvez pas attendre, eh bien vous pouvez aller le voir. Attention, c'est un film d'horreur.
Ce qui veut dire que c'est au moins déconseillé au moins de 12 ans. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.